Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du Grand Tour NSTG Nous sommes tous gamers, partie 2. Direction cette fois la ville de Montpellier, une ville qui est quand même très importante dans l'industrie du jeu vidéo, Ubisoft s'y est implanté, mais c'est aussi un pôle très important pour tout ce qui touche le jeu vidéo, que ce soit dans le développement, mais aussi dans la création de jeux et dans la création de projets. Et c'est pourquoi nous allons faire la connaissance de l'école Artefix. Cette école œuvre tous les jours pour une meilleure accessibilité du jeu vidéo, que ce soit dans ses projets, mais aussi dans les personnes qui donnent vie à ces projets. Et c'est pourquoi nous allons découvrir un ancien joueur que vous connaissez déjà et Brice qui est maître de stage chez Artefix. Et ils vont nous expliquer tous les deux les projets et comment ils les mettent en place. C'est parti! Bienvenue pour ce petit épisode spécial du Grand Tour NSTG partie 2. Nous sommes à Montpellier aujourd'hui, pas de nouveaux joueurs, mais une tête que vous connaissez déjà si vous avez suivi le tour l'année dernière, puisque nous allons revoir Damien et son maître de stage Brice, puisque nous sommes tout près de l'école Artefix, spécialisée dans les effets spéciaux dans le cinéma, dans les films d'animation, mais aussi dans la programmation, dans le design, dans le game design du jeu vidéo. Et ils ont un projet très intéressant ensemble. Et on s'est dit qu'il serait très intéressant d'en parler pour montrer que l'accessibilité, ce n'est pas que des joueurs, mais c'est aussi des écoles et des industries qui font en sorte de rendre le jeu vidéo plus accessible. Et le projet que l'on va vous parler est très intéressant et on va voir ça tout de suite. Nous sommes toujours à Montpellier, donc c'est l'avant-dernière étape puisque cet après-midi nous partirons en direction Toulon, nous partirons les 2 derniers jours du Grand Tour NSTG partie 2. Et du coup nous retrouvons Damien qui était joueur de l'année dernière. Comment vas-tu Damien ? Ça va très bien Chris, écoute beaucoup de choses qui se passent dans le monde de l'accessibilité du jeu vidéo. Ouais, donc l'année dernière tu nous avais parlé, parce que justement tu étais dans des associations, tu faisais des tables rondes, tu nous avais parlé de Jérôme Dupur qui est donc le président de Cap Game. Tu avais plein de projets qui étaient en place, donc c'était vraiment il y a un an parce que c'était aux alentours du 27 août il me semble, donc un an jour pour jour. Ouais. Où on en est aujourd'hui ? Écoute, on avance doucement mais sûrement, hein. Ça prend du temps de réussir à faire les choses comme il faut dans un domaine aussi nouveau que l'accessibilité du jeu vidéo, où moi gentiment je m'organise pour faire une formation de formateur où je vais me spécialiser en accessibilité de jeux vidéo, où le projet à long terme est d'être consultant et de viser les écoles, les studios, ainsi que les salons, événements pour faire des conférences. Ok. La chance que tu as, c'est que Montpellier est quand même un endroit, un pôle assez, on va dire, opportuniste là-dedans, parce qu'il y a quand même Ubisoft, il y a Digix Art, il y a pas mal de studios, mais aussi d'écoles. On va revenir avec toi, Brice, parce que nous sommes ici juste à côté de Artefix, qui est une école spécialisée dans le jeu vidéo, dans le développement de jeux vidéo. Et du coup, est-ce que ça t'aide ? Tu as un soutien de la ville, tu as un soutien des studios,
Oui, ben écoute, moi ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis à Montpellier et j'ai eu le temps de développer mon réseau pendant que j'étais étudiant et puis au-delà avec le tissu associatif qui existe. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de studios. Ça reste le deuxième bassin français d'emploi après Paris. Oui, j'ai eu beaucoup d'opportunités qui sont créées, de créer des projets en direction de l'accessibilité de jeux vidéo, histoire de me construire des fondations solides sur le territoire de l'Occitanie. Ok. Et donc, hors ta formation, quels sont les projets? Tu nous as parlé de radio, tu nous as parlé du Canada, tu vas partir au Canada. Alors, parle-nous de tout ça. Tout à fait, très prochainement en fait, le 6 septembre, je pars 3 semaines à Toronto où je vais essayer d'en profiter pour faire une prospection des studios à Toronto et de discuter avec eux d'accessibilité de jeux vidéo, ce qu'ils en pensent, comment ils l'intègrent dans leur processus créatif aujourd'hui, histoire d'avoir une cartographie en fait de pensée autour de l'accessibilité dans les studios au plus proche de la réalité de la production. Et en effet, à côté de ça, j'ai aussi développé une émission de radio au sein d'une radio associative qui s'appelle Radio FM+, à Montpellier, où je fais une émission basée sur la thématique du handicap, où j'essaye de développer les questions de base, la définition de handicap, les différentes catégories, mais surtout d'interviewer les personnes concernées par une personne concernée, ce que je trouve qu'on ne va pas assez aujourd'hui. Et cette émission-là est centrée sur le jeu vidéo ou pas du tout ça... Non, c'est le handicap de manière générale. Là, mes premières émissions, ça a été de reprendre les bases, la définition de handicap, qu'est-ce que c'est, quels sont les mots qu'on utilise pour définir cette population, ensuite la définition des différentes catégories, et maintenant je vais essayer d'avoir d'autres thématiques encore plus larges comme la santé. Il y aurait une émission sur le jeu vidéo évidemment à un moment donné, mais c'est pour aussi démontrer la transversalité du handicap qui est... On peut parler d'un handicap dans tous les domaines existants finalement. Ça c'est une très bonne chose. Et pour revenir à ton voyage canadien, tu as déjà les contacts avec Ubisoft, avec des développeurs, c'est sûr que tu vas y aller ou tu vas y aller un peu comme ça au culot? Non, il est vrai que j'ai eu l'idée de ce projet un peu tard, mais là c'est encore le temps de faire la prospection, préparer un mailing pour se faire connaître, commencer à être identifié. Après j'ai quelques contacts en effet au Québec. Et j'ai aussi la connaissance d'un studio qui a créé un jeu accessible aux malvoyants. Donc je pense qu'ils peuvent être intéressés qu'une personne vienne discuter avec eux d'accessibilité. On va pouvoir le suivre où ton petit voyage? Tu as Instagram, Twitter, tu as... Alors pour l'instant c'est Facebook. Et les projets de réseaux sociaux sont dans ma tête, notamment pour mon émission de radio qui s'appelle 3-4 Dear Valley People, où il y aura une page Facebook, un Instagram, peut-être un Twitter, et ensuite bien sûr le projet d'accessibilité quand il aura vraiment une vraie forme. Il y aura aussi tous ces réseaux sociaux. Bon, faudra bien nous tenir au courant pour qu'on partage tout ça. Hein. Évidemment. Bon, je compte sur toi. Du coup, niveau formation, Oui. Dis-nous tout. Justement, actuellement, je suis en stage d'immersion à l'école Artefix, où c'est un stage pour argumenter une demande de financement pour la formation que je vais commencer en fin d'année. Et aujourd'hui, je fais un stage avec Brice, où ma mission sera une étude comparative des offres d'emploi ainsi que des books des personnes qui sont sur ces emplois. D'accord. Donc Brice, tu es le maître de stage, donc ça va être à toi maintenant de parler. Donc tu es le maître de stage de Damien. Oui, absolument. Bonjour. Donc voilà, je suis le maître de stage de Damien et je suis responsable pédagogique de la section jeux vidéo à Artefix.
Donc là, effectivement, en fait, avec Damien, on se connaît depuis plusieurs années. On s'était retrouvés sur des événements de networking voilà, sur Montpellier. Et assez vite, en fait, on a sympathisé et on s'est rendu compte qu'on avait des envies qui étaient communes sur justement ce domaine de l'accessibilité et à quel point est-ce que le jeu vidéo, en tant que produit culturel, aussi a une responsabilité dans notre société et qu'en fait, voilà, on s'est très très vite retrouvé sur l'idée que un bon jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui offre une expérience qui est optimum pour tout le monde, hein, quelles que soient voilà, les habitudes, les capacités ou quoi que ce soit. Donc là, en fait, l'objectif, c'est effectivement c'est de développer un plan en 2 parties avec Damien. Une première partie où il est ici en stage d'observation pour pouvoir lui permettre de valider son projet professionnel vis-à-vis de Pôle emploi. Donc où là, la première mission, c'est d'essayer de mieux comprendre comment est-ce que le marché du jeu vidéo s'articule d'un point de vue étudiant. Donc c'est pour ça que voilà, on a cette espèce de recherche sur établir un petit peu comment se passent les offres d'emploi, comment les professionnels structurent leur book et leurs demandes d'emploi pour essayer de comprendre aussi un petit peu comment ça fonctionne, pour que dans un second temps, on puisse parler aussi beaucoup plus de pédagogie et le faire revenir un peu plus tard dans l'année voilà, pour qu'il puisse encadrer avec moi un projet d'expérience en VR et dont l'objectif justement est d'être accessible à tous. Donc on aura une problématique d'accessibilité qui va être fondamentale sur cette expérience, puisque l'objectif c'est que chacun puisse profiter de cette expérience dans la mesure du possible. Donc voilà, le deuxième travail qu'on va faire en étude, c'est essayer de déterminer des prérequis en termes d'accessibilité pour avoir une expérience de VR qui puisse être adaptable. Donc voilà, à l'heure actuelle, on est encore au stade de prospective sur le concept. Ce sera une expérience qui va être entièrement développée par les étudiants en 4e année en section jeux vidéo. Et donc notre objectif, c'est qu'ils aient la possibilité voilà, de créer une expérience en 3 semaines qui soit testable et qu'ils aient cette réflexion aussi qui nous paraît être fondamentale avec Damien. C'est qu'à l'avenir, étant donné que le jeu vidéo progresse de plus en plus, on va avoir cette question voilà, de l'intégration, de l'accessibilité des expériences de jeu, de l'utilisation de périphériques différents, etc. Ok. Et cette sortie est prévue pour quand ? Alors, ça va dépendre. Là, le projet sera prévu pour mars, et donc à partir du moment où on aura les versions qui seront prêtes, je pense qu'on pourra envisager pour une sortie sur un itch.io plutôt courant avril. Donc voilà, je pense qu'on se recontactera avec grand plaisir et nous vous passerons le lien. Donc voilà, on a assez hâte de voir comment ça va pouvoir se passer. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap chez Artefix. C'est quelque chose que vous aimez, que vous voulez mettre en avant et que vous voulez de plus en plus mettre en avant ? Alors c'est une question qui est intéressante parce qu'en fait on ne se l'est pas posée comme ça. Il se trouve que là l'école a 15 ans cette année. Et donc, naturellement, en fait, on a eu une période de croissance où, voilà, cette année, on va avoir à peu près 540 étudiants. Et donc, assez naturellement, dans cette évolution, on s'est retrouvé avec des étudiants qui étaient passionnés par la création de courts-métrages, puisque Artefix donc à plusieurs activités. La première activité historique, c'est la formation d'étudiants pour le cinéma d'animation et le cinéma d'effets spéciaux. Et donc voilà, il y a une activité qui s'est étendue qui est sur la formation d'étudiants pour le monde du jeu vidéo, sur du game design et sur du game art. Et on a aussi donc une formation sur de la programmation pour le monde du cinéma et le monde du jeu vidéo, parce que ce sont 2 mondes qui sont voilà, très en demande de programmeurs. Donc assez naturellement, au fur et à mesure que les offres de formation se sont étoffées et que l'école aussi a grandi, on s'est retrouvé avec des personnes qui sont arrivées et certaines étaient en situation de handicap. J'aurais du mal à vous donner une proportion, on n'est pas sur quelque chose qui est extrêmement élevé, mais je pense que voilà, là on a des locaux qui permettent de le faire, qui permettent de pouvoir accueillir des personnes qui seraient dans des situations de handicap. Et puis vous savez, il y a une partie de notre métier aussi qui est relativement accessible déjà, donc qui ne va pas forcément poser de complications. Après, c'est à voir, c'est-à-dire que comme à l'heure actuelle, voilà, les formations de ce type qui sont professionnalisantes sur des métiers culturels, donc le cinéma ou le jeu vidéo, ça reste quand même quelque chose qui, dans les mentalités, est assez jeune, même si ça fait plus de 15 ans, plus de 20 ans que des formations existent.
encore pour des étudiants ou pour des parents, c'est pas encore tout à fait admis que c'est possible d'avoir une vie professionnelle dans la création de films, d'animation, d'effets spéciaux ou de jeux vidéo. C'est des choses qui évoluent énormément. Et donc voilà, et nous sommes tout à fait pour recevoir des étudiants, parce que ce qui nous paraît important, c'est de former des gens qui ont envie d'apprendre et qui ont une passion pour un domaine finalement. Donc, oui, parce qu'on se nourrit tous de ces différences et ces difficultés, et c'est aussi pour ça on collabore avec Damien, puisqu'en fait, à varier les approches, même sur des questionnements qui sont relativement simples, on finit par découvrir des choses. Et voilà, et là, ça fait une semaine qu'il est là, et on discute très très régulièrement, et il y a beaucoup de choses qui permettent qu'on comprend différemment. Et donc c'est très très intéressant. Et surtout, il y a quelque chose, c'est que le cinéma d'animation et d'effets spéciaux et le jeu vidéo sont des industries, et une industrie aussi à créer des produits avec une logique de business derrière. Et donc il faut aussi être en mesure de comprendre qu'un film ou qu'un jeu est construit sur des panels du public qui sont identifiés, et qu'on a une obligation de comprendre comment est-ce qu'on identifie ces panels du public, comment est-ce qu'on peut travailler pour les respecter, pour avoir un niveau de pénibilité, un niveau d'agréabilité des expériences qui soit suffisante pour générer un acte d'achat. Et donc, dans ces cas-là, on peut exclure personne, en fait. Et au contraire même, on dirait que on ira même jusqu'à dire que c'est les personnes qui sont concernées par ces difficultés qui seront les plus à même à les résoudre. Donc c'est important au final d'avoir des personnes comme Damien qui ont... Bien sûr. Ah oui, ça bien sûr, ça c'est sur des choses qui sont relativement simples, c'est qu'en fait... En fait, on va avoir deux problèmes par rapport à ça. Le premier, c'est quand vous laissez des créateurs trop autonomes sur leur création, ils en finissent par oublier pour qui ils créent. Et donc, moi, quand j'étais indé, j'étais plus intéressé par créer un jeu pour moi parce que ça correspondait à mes problématiques. Et j'en finissais par oublier que finalement, quand vous créez un jeu vidéo, c'est fait pour que des joueurs puissent y jouer. Et c'est un acte de générosité avant tout. Et donc forcément, quand vous considérez que votre population de joueurs, c'est une population qui est complètement inclusive, vous allez avoir besoin d'aide parce qu'il y a certaines problématiques que vous n'allez pas pouvoir comprendre, ou que vous ne comprendrez pas qu'elles sont complexes. Là, c'était des discussions qu'on avait avec Damien, ne serait-ce que sur le nouveau périphérique d'Xbox, où on aura la possibilité de pouvoir contourner un certain nombre de problèmes qui peuvent être justement des problèmes de périphérique, sur des changements dans la capacité de préhension, dans les schémas neuromoteurs. Et ces choses-là, en fait, on finit par oublier que non, c'est pas facile, non, c'est pas évident de pouvoir tenir un pad, de pouvoir jouer avec un clavier et une souris. Et c'est pas un problème, parce que l'expérience, elle n'est pas liée au pad, elle n'est pas liée au clavier et à la souris. Donc voilà, l'expérience, elle est à l'intérieur, c'est ce que les créateurs ont voulu donner, l'état émotionnel dans lequel le jeu va vous mettre, c'est ce truc-là qui est important. Donc après, la question des périphériques, c'est un détail. C'est contournable. On peut faire des expériences pour tout le monde, et notamment avec le Xbox Adaptive Controller, on peut faire des expériences autres avec le même jeu, mais y jouer de 1000 façons différentes. Et au final, c'est pas uniquement pour les joueurs en situation de handicap, c'est pour tout le monde. Mais parce que ça a été étiqueté comme tel, les gens vont être frileux à l'utiliser, alors que c'est dommage, vous êtes à ça d'avoir une découverte de nouvelles expériences avec des jeux que vous connaissez depuis 20 ans. Pourquoi vous en privez ? Exactement, c'est très bien dit. Je reviendrai sur quelque chose, deux petites anecdotes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur YouTube, vous pouvez trouver la vidéo de quelqu'un qui speedrun, il me semble que c'est Dark Souls avec les congas. Oui, je l'ai vu. Donc en fait, la question de l'adaptabilité du périphérique, oui, c'est un élément qui va conditionner comment est-ce que vous allez apprendre de l'expérience. Mais voilà, après, dans l'école, on avait aussi récupéré des tapis de DDR pour PlayStation 2. Ouais. Et on avait joué à Tekken 2 et à Ridge Racer Type 4 avec tapis de DDR. Tekken 2, c'était très très difficile, très 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 difficile. Mais Ridge Racer, ça se faisait. Il suffisait de jouer un peu différemment, d'être assis. C'était faisable. Et je pense que là, si vous faites partie de joueurs qui auraient envie que le jeu vidéo continue à progresser ou pose des questions différemment, parce que là, je pense qu'on l'a tous compris, la question de la course à la technologie, sur le graphisme, sur l'IA, on y va et finalement, on n'a pas... l'industrie du jeu vidéo n'a pas besoin que les joueurs le demandent, c'est quelque chose qui est naturel. Mais par contre, on peut s'attendre à se dire que en tant que on va dire média ensemble culturel qui peut
qui peut être une forme d'art, le jeu vidéo a besoin de se questionner aussi sur son support. Et un de ces supports dans le jeu vidéo, c'est la manière de jouer, c'est les périphériques. Et donc voilà, l'objectif, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'en tant qu'école, parce que ça, c'est quelque chose qui est fait aussi par d'autres écoles de jeux vidéo, en fait. C'est un questionnement qui est extrêmement important parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir faire avancer cette discipline et de pouvoir former, nous, des juniors qui soient en mesure de pouvoir aider peut-être des problématiques à progresser. Et donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce projet, mais à notre niveau, c'est-à-dire sur la première itération, se poser les premières questions, voir ce qui marche pas, corriger pour les itérations d'après. Ok, très bien. Parce qu'au final, ce sont les juniors qui formeront le jeu vidéo de demain. Donc autant aller à la source et commencer avec les écoles. Déjà, c'est une très bonne chose comme tout ce que vous avez pu nous dire, le projet de la réalité virtuelle. Parce que moi, je pense que la réalité virtuelle, ça fait partie des périphériques qui vont forcément aider dans les prochaines années. Vous avez des questions ? Moi, je veux bien, ouais. Alors du coup, tout à l'heure, vous avez parlé de réalité virtuelle et d'accessibilité. Et du coup, je voulais vous poser un petit peu comme question, puisque vous êtes au contact de ça assez quotidiennement. Aujourd'hui, c'est quoi le problème de la réalité virtuelle concrètement vis-à-vis de l'accessibilité ? Quelle est la problématique ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer en fait pour que ce soit rendu accessible, ou même Damien, si jamais Moi, ce que j'ai envie de dire, la VR, la problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est que c'est de plonger dans un monde, mais l'étape au-dessus, ce que le jeu vidéo promet depuis le début, là, ça y est, on y est, la VR est là. Et elle te promet de te plonger littéralement dans un autre monde. Et pour ça, en plus, maintenant, elle t'offre tous tes mouvements. Donc pouvoir, via le Vive, par exemple, mettre une caméra, avoir tes mains. Maintenant, on fait des tapis pour que tu puisses réussir à marcher, que ça se voit dans l'expérience. Et pour le coup, une personne en situation de handicap, ce n'est pas le cas. Et donc c'est beaucoup moins perçu comme évident en fait que ça soit accessible aussi à ces personnes. Moi personnellement, j'ai pu faire des expériences en VR où il fallait rester assis, mais finalement il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de jeux qui demandent des déplacements. Il y a des jeux qui te montrent aussi que tu es debout. Oui, sauf que moi, non, je suis assis en fait. Donc, si moi je suis assis et que dans la VR, je suis debout, voilà, il y a un problème. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas évident, mais qui est possible. Parce qu'il y a déjà des jeux VR qui sont vraiment pensés pour ça. Je pense à un projet étudiant de l'Engine qui s'appelle The Breath. Et ils ont fait un jeu VR pour personnes malvoyantes. Donc déjà, tu dis, ok, VR, malvoyante, c'est quoi le rapport ? En fait, il y a tout un rapport. C'est un jeu qui se passe dans le noir. En fait, tu es dans un sous-marin et il y a des brèches qui se forment petit à petit. Et toi, avec le son, tu vas repérer ces brèches. Et tu les répares. Voilà. Donc, c'est possible, il faut juste réfléchir, poser la bonne forme, le bon contexte et la mécanique qui va avec. Mais c'est possible, c'est juste pas évident. Comme disait tout à l'heure Brice, ça demande des réflexions, de prendre en compte des complexités qu'on ne connaît pas forcément. Je ne sais pas si le temps nous le permet, mais il y avait éventuellement une deuxième question. Tu as parlé tout à l'heure de processus créatif. Comment est-ce qu'au niveau, les développeurs en fait intégraient la réalité virtuelle dans le développement des jeux ? C'est un point qui m'a intéressé, c'était un peu en début d'interview. Est-ce que aujourd'hui, toi, les contacts que tu as pu avoir, quels qu'ils soient avec l'industrie, tu as remarqué que l'accessibilité c'était quelque chose qui était de plus en plus important pour eux ? Est-ce que c'est intégré au processus créatif ou bien c'est quelque chose qui est rajouté juste entre guillemets parce qu'on leur demande ? Alors aujourd'hui, c'est en cours. Aujourd'hui, ils tentent d'intégrer l'accessibilité dans leur processus créatif, ce qui demande du temps, surtout pour les grosses industries qui ont des pipelines qui existent depuis 10-15 ans. Il n'y a pas si longtemps, c'était compliqué. Dans l'actualité du jeu vidéo, qui est assez connu, c'est l'aveu du créateur de Céleste, qui a dit j'ai fait mon jeu, je l'ai calibré, j'ai mis
tout mon cœur et mon âme à le calibrer. Et au dernier moment, on s'est rendu compte qu'il fallait que ça soit accessible à tout le monde et ils ont rajouté leurs options au dernier moment. Ça se ressent dans le sens où ils ont pu toucher qu'à des options très généraux. Non, général. Bref. Des options très générales sur le jeu, de la vitesse de jeu, avoir de l'invincibilité, donc des choses très terre à terre finalement. Sauf que moi je crois qu'une expérience accessible c'est au-delà des options, c'est au-delà de cases à cocher, c'est quelque chose qui demande à être pris en compte dès le début et en plus ça offrira moult avantages, du gain de temps, du gain d'argent, qui est ce préjugé sur l'accessibilité que ça coûte cher et que ça coûte du temps. Sauf que si vous l'intégrez dès le début finalement, non. Il y a aussi pour moi, il y a quelque chose sur l'accessibilité au niveau des joueurs qui paraît être un peu un problème. Juste pour revenir un tout petit peu sur la VR, il y a la question de l'accessibilité, elle est aussi économique. C'est-à-dire que des dispositifs pour l'instant en VR nécessitent un investissement qui est important et quand vous investissez 700 € dans un casque, vous avez envie d'avoir plusieurs expériences qui soient significatives et je sais pas, enfin les expériences la plupart du temps en VR coûtent quand même un certain prix et peuvent être jugées comme étant insuffisantes en termes de temps ou d'expérience de jeu, de qualité d'expérience de jeu. Et donc ça refroidit aussi pas mal les gens qui ont investi dans des casques et qui sont pas des hardcore résolus de la VR. Et après, sur un jeu, c'est souvent quelque chose qui va être oublié soit par les concepteurs ou soit par les joueurs, c'est qu'en fait, si on passe tout son cœur à designer une expérience de jeu, à la régler, en fait, pour une difficulté spécifique ou que vous faites Sekiro, vous allez aussi beaucoup avoir des joueurs qui vont se positionner en disant que l'expérience, elle doit être aussi inaccessible parce que l'inaccessibilité de l'expérience, elle va créer un élitisme dans la communauté. Et je suis le genre de personne à réussir à performer sur ce jeu parce qu'il n'est pas accessible. Et donc ça devient aussi un peu un gros mot. C'est-à-dire qu'on va aussi souhaiter à certains moments qu'une expérience, elle ne soit pas pour tout le monde. Parce que ça peut être cool de se distinguer du tout venant en étant le seul à réussir à jouer à ce jeu ou à ne pas mourir ou à ne pas être blessé ou être meilleur que ses amis et tout ça. C'est normal. C'est aussi pour ça qu'on achète des jeux dans une certaine mesure. Donc il y a ce truc-là qu'il faudra aussi réussir à régler, c'est accepter d'avoir des expériences de jeu qui ne sont prévues pour pas être accessibles, mais qu'après, globalement, que ce soit en termes d'utilisateurs ou en termes de créateurs, on se dise, qu'est-ce qui est important en fait? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire une expérience de jeu? Et comment est-ce que mon objectif de transmettre une expérience de jeu, elle puisse rencontrer mes joueurs. Mais je pense que sur la VR, il y a aussi ce problème-là. C'est que les expériences sont aussi pas accessibles parce que le contenu n'est pas accessible, il coûte trop cher, parce qu'il faut accepter de mettre un casque, parce qu'il faut accepter de rentrer dans une expérience. La différence entre de la VR et de la réalité augmentée ou un jeu normal, c'est qu'en VR, c'est conçu pour que vous soyez isolé. Et ça, il faut accepter aussi. Donc l'accessibilité en VR, il y a ce point. Il faut accepter pour un joueur d'être isolé de l'expérience extérieure. Et donc on va voir comment on peut faire. Dernière petite question pour conclure, tu parlais des périphériques. Est-ce que tu as entendu parler du 3D Roder? Non. Alors c'est une expérience, tu connais toi Damien? Oui. Donc c'est un accessoire en fait qui est pour moi sur PS4 et sur PC qui te permet de jouer avec tes pieds. Tu joues assis, tu es sur une plateforme et donc tu te penches vers l'avant pour avancer, l'arrière pour aller sur le côté, tu peux aller faire du travelling sur le côté, ouais. Tu peux mettre tes pieds de différentes manières pour monter et descendre. Okay. Et en fait, même si PlayStation ne l'a pas encore dit officiellement, c'est leur premier pas dans l'accessibilité. D'accord. Parce que même s'ils organisent tout leur marketing autour d'un accessoire VR, parce qu'à la base c'est pour la VR, tu peux jouer à des jeux comme Fortnite par exemple sans réalité virtuelle pour les joueurs en situation de handicap. Donc je voulais rebondir là-dessus parce que niveau périphérique, je pense que ça peut être... Ouais, tout à fait. Les périphériques pour jouer avec les pieds c'est important en fait. Moi j'ai connu les premiers périphériques pour là-dessus, c'est jouer à FIFA avec les pieds. Pour le coup, c'est logique. Oui. FIFA avec les pieds, finalement, ça permet d'être encore plus proche de l'expérience, je pense. Et là, pendant que tu
tu discutais, ça me fait penser, je verrais totalement un jeu comme Kula World jouable sur 3D Rudder en fait. Et ironiquement, le 3D Rudder ressemble beaucoup à un accessoire de thérapie pour travailler l'équilibre. Ouais. Finalement. Ah, donc c'est là où on voit que ça se rapproche et qu'il y a des choses nouvelles qui se créent par ce mélange qui paraît incroyable. Qui en fait, non, ils sont très proches. Ah bah dans cette description, ça me fait penser au Wii-Fit. Je suis un peu plus vieux en termes de génération, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que la spécificité du PSVR, c'est un casque qui est conçu par Sony dans une conception. Les salons déterminent les consoles de salon. C'est-à-dire que Microsoft, en fait, conçoit les Xbox et met des Kinect parce que les salons de leur marché principal, qui est les États-Unis, sont des salons qui sont immenses, sur lesquels vous avez suffisamment de recul pour pouvoir avoir une personne en plein pied. Voilà, Sony, son premier marché, c'est le Japon, dans lequel vous avez des règles immobilières qui font que vos salons sont un peu plus réduits. Et donc, la conception de la VR pour le PSVR, c'est une VR qui est en position assise, en face de sa télévision. Et donc là, effectivement, c'est une idée qui est très, très intéressante, de pouvoir utiliser les pieds qui, de toute manière, sont quand même engagés dans un processus de jeu. Là, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais si vous jouez avec des potes et que c'est un jeu versus, mais que votre ami n'est pas un challenge, vous allez avoir une stature qui va être hyper casual dans votre canapé. Par contre, dès qu'il va commencer à vous mettre des rounds, vous allez vous engager et vous allez changer votre attitude. Et donc, ce qui fait qu'à partir du moment où ce qu'on veut dans le corps, enfin dans un jeu, c'est aussi générer ce type d'état, pouvoir récupérer les pieds va être très très intéressant parce que soit on pourra faire de la gestuelle mimétique, effectivement, reproduire, c'est-à-dire ce que votre personnage fait avec ses pieds, vous le ferez avec vos pieds, ou aussi on a la possibilité de pouvoir multiplier les inputs. C'est-à-dire soit vous faites l'hélicoptère ou l'avion, soit vous vous débrouillez pour que, en fait, les pieds c'est des accélérateurs pour faire d'autres trucs. Donc, c'est exactement ça, même quand on joue à un jeu de voiture, on est toujours comme ça dans les virages, on prend avec le virage et tout. Et comme tu sais, par sûr, un petit FIFA, t'es comme ça, puis tu perds 1-0, il reste 20 minutes. Allez, on se met comme ça, donc c'est exactement ça. C'est vrai que jouer avec les pieds peut être vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et pour avoir testé longuement le 3D Rudder, c'est vraiment une nouvelle expérience. Sur certains jeux, c'est vraiment une grande plus-value. Donc, Et pour moi, justement, par rapport à notre problématique, c'est des choses. C'est bien en fait que effectivement Sony puisse sortir un périphérique là qui va directement être associé à de la VR, puisque je pense que les trucs qui ont mal été gérés sur les générations précédentes, et c'était normal parce que c'était peut-être un peu tôt, c'est que en fait l'obligation d'un périphérique dans le cadre d'une expérience de jeu a toujours été un point qui a bloqué depuis le zapper de la NES. C'est en fait l'obligation d'avoir le zapper pour jouer à un jeu de tir sur la NES fait qu'il n'y a pas eu des masses de jeux de tir. Et ça a été la même chose pour tous ces espèces de périphériques. C'est aussi des contraintes qu'on a eues avec le PS Move, c'est aussi des contraintes qu'il y avait avec la Kinect. Mais là, le fait qu'on se retrouve avec cette association avec la VR va peut-être lever un petit peu ces contraintes-là. Sauf que il y aura toujours on va dire une limite d'accessibilité qui sera essentiellement économique. Là, ce qu'on avait vu aussi, c'est que en fait, ça peut être intéressant d'envisager des périphériques alternatifs, que ce soit pas forcément que de la pesée, mais que ce soit de la captation de mouvement, que ce soit du tracking des yeux, ou je sais pas, ça peut être après du souffle ou quoi que ce soit. On commence à se renseigner avec Damien sur est-ce qu'il existe aussi des moyens de pouvoir récupérer des dispositifs de fauteuil électrique dans le cadre d'un jeu. D'accord, récupérer le joystick d'un fauteuil pour pouvoir le mettre dans un jeu. Et donc, on est en train de regarder ces trucs-là aussi. Ça me fait penser à David, avec sa fameuse David Combarieux de Andy Gamer, à qui on fait un petit coucou, et qui avait en fait développé un prototype. Et en fait, c'était pour les personnes tétraplégiques, pouvoir jouer avec la bouche. Et en fait, il y avait des pailles, et s'ils soufflaient, ça appuie sur un bouton, s'ils expiraient, ça appuie sur un autre bouton. Ouais. Mais ça, ironiquement, Nintendo l'a déjà fait. Ouais. Dans les années 80-90, ils avaient créé un périphérique de ce genre-là. C'était pas très bien calibré. Et c'était encore trop considéré comme quelque chose d'expérimental. Mais en tout cas, ça avait eu son petit effet auprès de la communauté. Et c'était le même principe où on expire.
ça fait A, on aspire, ça fait B, et tu peux bouger le menton pour déplacer ton joueur, donc ce qui fait que tu peux jouer à la NES, à Mario, avec ce périphérique, en étant tétraplégique. Tu avais même moyen de le mettre sur ton torse directement. Ouais. Donc finalement, l'accessibilité, ça date pas d'hier, Oui, ça date mais pas d'hier. c'est juste que la percée, elle date peut-être d'hier. Ok. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler, ça. Je crois que c'est même David qui m'avait dit que apparemment, voilà, tu faisais une partie, au bout d'une partie, c'était. Voilà, tu avais fait ton sport. Apparemment, c'était pas très bien calibré. Ouais, et nous, on avait testé le prototype de David qui était. Sur Elle est Noire, on l'avait testé. Ouais, sur Elle est Noire. Et c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. Est-ce que vous avez d'autres questions? Deux très bonnes questions de Marwan. Tu es toujours bon. Tu es toujours bon. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, ça nous a fait plaisir de te revoir. Ça nous a fait plaisir. Si vous voulez toutes les informations sur Artefix, on les mettra en description de la vidéo. On mettra, donc on rappelle, hein, vous êtes une école spécialisée dans le jeu vidéo. Vous ne faites pas que ça du coup? Non, on fait aussi du cinéma d'animation et du cinéma d'effets spéciaux. Donc c'est et de la profil, programmation. c'est après le bac? Voilà, c'est après le bac. Donc donc petit instant promo, c'est ça? Exactement. Ah, parfait. Exactement. Non, bah donc voilà, donc on est une école qui est basée sur Montpellier. On a une formation en 5 ans où on va former donc des spécialistes pour le cinéma d'animation et le cinéma d'effets spéciaux, d'une part, pour le jeu vidéo en art et en design d'autre part, et en troisième partie pour la programmation. Donc nos cursus sont accessibles directement après le bac. Nous sommes une école privée. La seule chose qu'on demandera, voilà, aux étudiants, c'est d'avoir envie de créer, d'avoir commencé aussi à créer, que ce soit voilà, des histoires dans leur coin, qu'ils aient commencé à dessiner, qu'ils aient commencé à faire de la photo, commencer même du stream, parce que finalement, c'est une super école pour apprendre à faire de la vidéo, qu'ils aient écrit des scénarios de jeux de rôle, déjà fait des protos ou quoi que ce soit, qu'ils aient eu une démarche de créateur, qu'ils aient la passion et l'envie de faire des études qui seront longues, puisque 5 ans c'est long quand même. Ouais. Et donc voilà, nous c'est les choses qu'on va demander, et à partir de ce moment-là, il y a un entretien et une session d'examen pour pouvoir mettre l'élève au bon niveau, et voilà. Et après l'aventure est partie. Et après l'aventure est partie, et l'aventure la plupart du temps pour nos étudiants se termine bien, puisque voilà, on a des étudiants là en cinéma qui sont sur les plus grosses prods, donc Le Roi Lion, Ah oui. Livre de la Jungle. Ah oui. Voilà. Et en jeu vidéo, on a des gens à Ubi, on a des gens à CD Projekt Red, à DICE. Ah ouais, mais attends, ça rigole pas. Alors, bah écoutez, si vous souhaitez, en plus, il y a des jeunes qui nous regardent, si vous souhaitez, n'hésitez pas. Dans la description de la vidéo, on mettra tous les liens pour contacter Artefix, parce que voilà, c'est très très sympa. Nous, ça nous a permis de découvrir. On veut vraiment être tenu au courant pour votre projet. Damien, je compte sur toi. Donc parce que moi, ça nous intéresse, on en parlera. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc si vous avez envie, dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens pour savoir, pour les joindre. Vous avez les réseaux sociaux, site internet. Voilà, donc vous n'aurez aucune excuse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. On va vraiment suivre le projet de Damien et Brice qui va être très intéressant. Et nous, du coup, on se dit à très vite. Ça marche. Salut à tous.